il faut consulter votre médecin généraliste parce que en fait, il verra aussi les dégâts éventuels hein, dus aux effets du stress chronique, parce que le stress est devenu chronique. Hein. Si vous avez des problèmes d'hypertension, des problèmes cardiaques, il fera un diagnostic. Hein. Et en tout cas, c'est lui qui va poser le premier diagnostic sur les causes probables aussi des symptômes. Et c'est lui aussi qui pourra vous faire un arrêt de travail, parce que moi je fais pas d'arrêt, hein, je suis pas un médecin. Et il pourra, en tout cas, un psychologue, hein, quelconque ne pourra pas faire, en tout cas. Donc, il pourra exclure d'autres pathologies aussi éventuelles, hein, parce qu'il va éliminer, en fait, parce que, a priori, même si vous pensez que c'est un burn-out, ça peut ne pas l'être, hein, parce qu'il y a des choses aussi, là, quand on est fatigué aussi, qui ressemblent aussi aux symptômes du burn-out. En tout cas, c'est le médecin qui pourra éliminer ça. Et n'hésitez pas à lui-même lui demander un arrêt de travail, hein, s'il ne vous propose pas. Hein. Parce qu'à ce stade-là, moi, je pense qu'il faut vraiment s'arrêter. Alors, comme vous le savez déjà, je ne suis pas très pour les médicaments parce que le médecin il peut vouloir vous donner des médicaments à ce stade-là. Parce que sachez, en tout cas, que l'axe principal de traitement, c'est vous. Hein. C'est quand vous allez développer des moyens sains et des moyens et personnels pour aller mieux que ça ira. Hein. Et toutes les choses on aurait pu dire aussi auparavant, hein, comme la routine, le sport, l'alimentation, qu'on va développer par la suite avec Carole, qui est naturopathe. Et c'est surtout un travail de reprise de confiance qu'il va faire parce que c'est vrai que le burn-out affecte tout ce que vous avez vécu, affecte beaucoup la confiance en votre propre force, en votre propre capacité. Hein, parce que là, vous ne croyez plus en vos capacités. Et c'est tout un travail qu'il va falloir faire. Sachez qu'aucun médicament, à ce jour, ne guérit le burn-out. D'ailleurs, c'est pas reconnu professionnellement, hein, déjà, le burn-out. Hein. Et la majorité même de mes clients qui, même atteints de burn-out grave, se sont guéris sans aucune aide chimique, sans aucun médicament, ni anxiolytique, ni antidépresseur, ni somnifère. Hein. Alors, oui, c'est ça, on ne croit plus à nos compétences. Oui, c'est vrai. Ouais. Et donc, du coup, euh, sachez que quand il s'agit de prendre des médicaments, parce on peut prendre des médicaments, hein, on peut vous donner des médicaments, mais sachez que ça peut rester qu'une béquille temporaire en début de traitement. Hein, ce que je conseille de le faire en début de traitement pour pouvoir essayer de remonter s'il le faut, mais en aucun cas, il faut que ça se poursuive en fait. Hein, et il ne faut pas que ça soit durable. Alors, je connais les médecins, surtout français, en général, il y a ce qu'on appelle l'autorité du médecin. On fait confiance à son médecin parce qu'on a pris l'habitude d'avoir une pilule magique pour tel mal, tel mal, tel mal. Et en fait, force est de constater qu'on subit parfois l'autorité même du médecin. Alors, même s'il semble bien intentionné et sûr de lui, hein, souvent, hein, il est sûr de lui, hein, le médecin, il n'aime pas qu'on remette en cause. Hein. Personnellement, j'ai eu affaire avec ça aussi. Des médecins qui... Enfin bref, s'il faut vous raconter des anecdotes, je ne vais pas finir. Donc, moi, ce que je préconise, c'est négocier avec votre médecin. Alors, surtout en douceur. Hein. Pratiquer la CNV, négocier parce que le médecin n'aime pas qu'on s'oppose à lui en général. Donc, il faut négocier avec lui. Alors j'ai trouvé une parade, hein, je dis à mes patients, proposez-lui de garder, vous lui proposez de garder les médicaments, vous prenez l'ordonnance et vous lui dites, bon, ben, on va garder les médicaments en réserve, vous gardez les médicaments, vous ne les prenez pas. Ou alors, vous négociez avec une période d'observation préalable. Vous dites, voilà, moi, je prends les médicaments, mais je vais quand même mettre avant ce qu'on m'a préconisé, bon, mon psychologue et tout ça. Et c'est juste au moment de prendre le temps de voir si les moyens que vous allez mettre en place de façon autonome marchent. Parce que si vous commencez un traitement chimique et en même temps vous mettez les préconisations, par exemple le sport, l'alimentation, tout ce qu'il faut faire, mais vous ne saurez pas si véritablement, qu'est-ce qui a marché. Est-ce que c'est les médicaments ou ça? Et c'est souvent ça qui se passe. Les gens en général, vous savez que les gens en général, quand vous décidez, vous avez un mal, vous allez voir un médecin, généralement, vous mettez des choses en place et vous avez l'impression d'avoir été guéri par les médicaments alors que c'est ce que vous avez mis en place. Hein. Donc là, en tout cas, moi, c'est ce que je conseille. Essayez d'abord les moyens par vous-même, ce que vous pouvez mettre, et après, si ça ne va pas, eh bien là, à ce moment-là, vous pouvez prendre des médicaments. Mais au moins essayez. Hein, et soyez ouverts, justement. Parce que de toute manière, ce qu'il faut comprendre aussi, toutes les substances du type psychotrope, c'est pas du tout anodin. Hein. Ils agissent directement sur nos cerveaux. Hein. Il faut pas oublier ça. Hein. Et ça modifie des activités cérébrales. Et ce sont des molécules, hein, des molécules chimiques
qui ont un effet ciblé, hein, un effet ciblé et, sur le cerveau. Et ça inonde tout l'organisme en fait. Ça ne reste pas juste au niveau du cerveau. Et une des précautions à prendre, c'est de ne pas, justement, quand on est en burn-out, de ne pas surcharger déjà notre organisme par des toxines, parce que le corps est déjà épuisé. Et donc, du coup, voilà, il faut éviter de le faire. C'est pour ça que c'est pour cette raison que moi, je ne préconise pas forcément les médicaments. Et vous savez qu'il y a des effets secondaires aussi. Et les effets secondaires sont lourds. Et certaines substances vont fatiguer davantage le corps. Et ces médicaments aussi ont un fort pouvoir addictif. Dès, par exemple, 4 à 6 semaines, on a remarqué, on ne peut plus s'en passer. On est obligé même de... Et ça n'a plus d'effet. Ça ne marche pas. À telle enseigne qu'on est obligé de doubler les doses pour avoir le même effet. Regardez bien, observez bien. Quand vous allez voir votre médecin, vous dites que ça ne fonctionne plus. Qu'est-ce qu'il fait? Il vous dit, eh ben, vous doublez la dose. Mais tout simplement parce que maintenant, ça ne marche plus. Donc, vous êtes obligé de doubler la dose. Ouais. Et là aussi, il y a un phénomène aussi qu'on appelle l'effet rebond. Parce que lorsqu'on arrête le traitement, les troubles traités que vous avez pris des médicaments pour ça, eh ben, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, ça va réapparaître, mais en s'intensifier. On appelle ça l'effet rebond. Donc, pour éviter l'effet rebond, il vaut mieux ne pas commencer. Autant que faire se peut et chercher. En tout cas, moi, essayez d'abord les méthodes voilà, par vous-même. Et puis après, si ça ne marche pas, peut-être qu'il y a plus d'efforts à faire, mais ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. En tout cas, ne cherchez pas à vous en sortir seul. Il faut vraiment consulter, si vous consultez un spécialiste, il faut que le spécialiste soit spécialisé dans le burn-out. Parce que sachez que le burn-out, c'est quand même quelque chose de spécifique. Et puis, ça ne passe pas comme une lettre à la poste. Donc, il faut être soutenu, guidé vers un nouvel équilibre. Et c'est comme ça que ça marche. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il faut agir et pour aller mieux. Voilà. Ouais. Alors, comment choisir son thérapeute? Alors, la personne qui va vous prendre en charge, qui va vous aider. Dembe dit que personnellement, je ne suis pas accro aux médicaments, mais je pense que quand on est très mal, insomnie, angoisse, les médicaments peuvent être une béquille au début. Oui, juste au début, mais bon. Après, c'est facile, c'est la solution de la facilité aussi. Et il y a des choses à faire, qu'on peut faire, pour pouvoir retrouver le sommeil. Parce que souvent, c'est parce que par rapport aux pensées, à quoi vous avez pensé. Pour dormir, c'est un conditionnement aussi. Il faut changer. De toute façon, les médicaments ne sont pas utiles à ça. Ok. Donc, comment vous allez choisir votre thérapeute pour justement vous aider à vous en sortir? Vous devez sentir, déjà, je pense que dès la première séance, on peut le sentir, vous sentir à l'aise d'abord avec votre thérapeute, le thérapeute, qui va peut-être devenir le vôtre par la suite, être écouté et compris, mais surtout, ne pas se sentir jugé. Parce que le thérapeute va vous accompagner dans l'exploration des difficultés et vous devez vraiment être à l'aise avec cette personne-là. Et ça va aller jusqu'à dans votre vie privée, votre vie intime. Donc, du coup, c'est important d'être à l'aise avec ces personnes-là. Et aussi, parce qu'il tient compte de votre histoire personnelle, de votre histoire de vie. Et c'est une personne qui va travailler avec vous en partenariat, qui va vous accompagner. Donc, c'est pour ça que c'est important. Et surtout qui va fixer des objectifs réalistes avec vous et personnalisés en fonction de vous-même. Alors, en ce qui me concerne, ma prise en charge, et je pense que ma prise en charge est totalement concrète et pratique, parce que je cherche toujours à comprendre, vraiment, je fais en sorte que la personne comprenne comment agir pour aller mieux, même dès les premières séances, et donc, voilà, c'est important aussi. Il faut savoir que les risques aussi de rechute les risques de rechute sont très, très importants en matière de burn-out, et même que ça devienne chronique. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas, et que ça tombe en dépression par la suite. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas négliger et il faut faire ce qu'il faut. Mais surtout, sachez qu'il faut, dans ce cas-là, on est d'abord acteur de sa guérison en matière de burn-out, parce qu'il n'y a pas de médicament pour le burn-out. Voilà. Alors, j'ai une phrase aussi de Carl Jung qui dit « Et si les plus grandes déchirures étaient aussi les plus grandes ouvertures ?»
il faut, parce qu'en fait, il dit ça parce qu'il faut surtout apprendre de l'expérience douloureuse du burn-out. Parce que souvent, on en sort grandi du burn-out. Donc, Carole alors, Carole, on voit Carole déjà. Ça y est, je me vois, ouais, voilà. Tu m'entends? Oui, on t'entend mieux là, c'est beaucoup mieux là. Ah, voilà, j'ai mis les oreillettes, là, ça va aller mieux. Ça, il fallait, oui. Voilà, voilà, c'est très bien. Ok, parfait. C'est bien. Je vous présente Carole. Carole qui est naturopathe, qui est coach en santé holistique. Et c'est surtout quelqu'un que j'ai rencontré moi-même depuis quelques années. Hein, parce que Carole exerce, je trouve que Carole exerce son métier avec passion en tant que naturopathe. Hein. Peut-être qu'elle va vous raconter un peu son histoire, parce que je trouve aussi que son histoire est tout à fait, qu'il fallait du courage aussi, hein, pour devenir naturopathe. Hein. Tu vas nous parler un peu de ça. Hein. Et ouais. tu t'es formé, tu es passé hôtesse de l'air et finalement tu t'es formé à la médecine fonctionnelle et nutritionnelle. Et tu accompagnes maintenant beaucoup de personnes à trouver leur capital santé, hein, parce que pour comprendre le fonctionnement de leur corps, pour préserver leur équilibre de vie. Hein. Ça a été, je pense que ça a été pour toi très vite une de tes priorités. Oui, bah oui. Un pédagogue aussi, Carole, parce que tu transmets bien les infos, je t'ai déjà vu faire. Voilà. Donc, c'est important, c'est ce que je vais faire ce soir parce que ça a été ma première approche, parce que c'est important de se connaître avant tout pour pouvoir trouver des solutions et pouvoir réagir à un problème. Et bien voilà, ça passe par nous avant tout. Donc, tu disais que j'étais navigante, hôtesse de l'air, voilà, pendant pas mal d'années. Et donc, c'est un métier, effectivement, qui engendre beaucoup de stress, beaucoup de pression. Et la première question, en fait, à un moment donné, j'étais en recherche de bien-être. C'est pour ça que je connais bien le sujet de ce soir, le burn-out. Ça, voilà, je l'ai vécu, donc c'est pour ça que je peux vraiment bien en parler. Et puis, je travaille énormément aussi en consultation. Et à un moment donné, voilà, j'étais en recherche du bien-être. Je me disais, mais comment je peux faire pour aller mieux? Et la première question, ça a été, mais je me connais pas. Je sais même pas comment mon corps fonctionne. Donc, ça a été ma première interrogation, et c'est là où j'ai commencé à faire des études de médecine chinoise, et après je me suis retournée en naturopathie pour trouver finalement mes réponses et trouver mon propre bien-être, quoi. Il t'a fallu du courage aussi quand même, hein, pour pouvoir. Ouais, oui, j'ai quitté une profession, j'ai quitté un confort, un salaire, etc., pour me mettre effectivement complètement dans l'inconnu. Mais bon, voilà, le courage, je l'ai eu, mais parce que, comment dire, c'est le corps aussi qui m'a permis. Enfin, j'ai commencé à changer mon alimentation déjà. Extrêmement pas important, et on va en parler. Et en récupérant de la force et en récupérant de l'énergie, c'est ce qui m'a permis en fait d'avoir ce courage nécessaire, cette énergie nécessaire pour changer sa vie, quoi, ses conditions de vie, quoi. Mais ça, il faut le faire quand on a un corps qui est solide, voilà, qui est solide. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous parler justement du stress? Ouais. Alors. Bon, du stress, mais on sait que le stress, parce que justement le stress, c'est le stress chronique qui justement engendre le burn-out. Hein, voilà, c'est pour ça que voilà, c'est le lien entre stress et burn-out. Voilà. Ouais. Alors le burn-out, c'est vrai qu'il a été défini, c'est un terme qui a été défini dans les années 70. Voilà, qui est un épuisement en fait au travail des professionnels, quelle que soit la profession. Donc c'est un épuisement qui est physique, je dirais même physiologique, physique et émotionnel et mental. Voilà. Et c'est important, on va le voir ensemble, d'expliquer les mécanismes du stress, parce que ça passe avant tout par le corps, parce que le stress, c'est une mécanique de réponse. Donc, la définition, finalement, l'origine, la définition du stress, elle vient d'un endocrinologue qui s'appelle Hans Hill, qui est né en Autriche en 1907, mais qui s'est installé par la suite au Canada. Et ces ouvrages, en fait, qui sont mondialement connus, ont eu des retombées assez importantes, notamment dans l'étude du comportement des individus dans leur contexte professionnel. Et donc, ça a été un des premiers chercheurs, en fait, à vraiment avoir travaillé sur le stress. Voilà, dans la première moitié du XXe siècle. Donc, lui, il va définir le stress comme l'ensemble, en fait, des moyens physiologiques, psychologiques, mis en œuvre par un individu pour s'adapter en fait à un événement donné. Donc en fait, tout changement brutal surmenant la personne dans ses habitudes et dans son équilibre, en fait, va déclencher en fait un bouleversement dans sa structure psychique et même somatique.
Voilà. Donc ça, c'est pour la définition. Mais le stress, c'est normal, en fait, d'avoir du stress. Voilà. C'est normal parce que c'est ce qui nous a permis, en fait, d'être vivants. L'espèce humaine est encore là parce qu'il y a du stress, parce qu'il y a ce mécanisme de stress. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, il n'est pas néfaste, en fait, forcément nocif. On va le voir, et comme tu disais, Lydia, c'est quand il est en forte concentration et quand il va devenir chronique, que là, ça va être nocif. Mais ce stress est important pour l'espèce humaine, pour la survie. Et il fait partie, en fait, des grandes fonctions physiologiques du corps, tout autant que la respiration, que la digestion, que l'immunité. Voilà. Donc, et dans le langage courant, il y a deux formes de stress. Il y a le stress positif, il y a ce qu'on appelle le stress, et le stress négatif qu'on appelle le distress. Mais que ce soit un stress positif ou négatif, au niveau physiologique, il va avoir le même mécanisme. Tu vois? Oh ouais. Voilà. Donc, le stress est surtout aussi très lié au burn-out. C'est le stress burn-out. Alors, oui, alors le burn-out, c'est vraiment quand on arrive au bout du bout, quoi. Voilà, c'est vraiment le burn-out, c'est un effondrement du système immunitaire. Donc on va essayer. Voilà, moi je vais vous donner des conseils, en tout cas, d'éviter d'aller toucher le burn-out, d'aller flirter avec le burn-out, parce qu'une fois qu'on est dans le burn-out, eh bien c'est un effondrement du système immunitaire, et puis on peut mettre quelques années à s'en remettre. Et je vais expliquer ce mécanisme-là parce que c'est important pour pouvoir que vous puissiez après mettre en place les choses et votre alimentation, parce que tout est physiologique. Donc en fait, le stress, il y a une hormone qui est prédominante, il y a deux hormones qui sont prédominantes, qui sont sécrétées quand on stresse, c'est l'adrénaline et c'est le cortisol. Et d'où vient ce cortisol? Cette hormone du stress, elle est fabriquée en fait par nos glandes surrénales. En fait, vous avez les reins, donc c'est juste derrière, à ce niveau-là, en haut, un peu en haut, là, au niveau du dos. Vous avez vos reins, et au-dessus des reins, vous avez des glandes surrénales, d'accord? Et ce sont ces glandes surrénales qui vont fabriquer l'adrénaline et le cortisol, notamment. Il va participer aussi à la régulation des oestrogènes, progestérone, etc. Mais là, on parle du cortisol, donc ce sont ces glandes surrénales qui vont fabriquer ce cortisol. Voilà. Et quel rôle, justement, ça joue dans le stress, hein, Oui, tout à fait. En fait, ce cortisol, il peut sembler péjoratif, mais comme je le disais, il est nécessaire. Sauf que quand il a forte concentration, comme je le disais, quand il a je sais pas si vous voyez là. Ouais. Okay, moi je te vois, Carole. Ouais, c'est bon. Parce qu'il a marqué caméra éteinte. Quand il est en forte concentration, vous voyez pas Carole? Si? Non, on ne voit plus. Moi je la vois, moi. C'est bizarre, hein? Alors attends. Ouais. Et certains le voient, certains si. Voilà. Oui. Bon. Ok. Ouais, c'est bon. Donc elle a dû s'éteindre, peut-être avec la connexion, voilà. Donc du coup, ce cortisol, il va en fait, son rôle, c'est qu'il va maintenir à un taux normal le taux de glycémie dans le sang durant les périodes de stress. Donc en fait, il va le faire en puisant dans les réserves de certains tissus comme le foie. Voilà. Ok. Donc en fait, pourquoi et ça, c'est un site qui l'a révélé, et ça va être important pour comprendre le fonctionnement du burn-out. C'est qu'il y a trois phases dans le mécanisme du stress. Et donc on a la première phase qui est la phase d'alarme. Cette phase d'alarme, c'est l'adrénaline qui va être sécrétée, la noradrénaline. Donc ce sont aussi des hormones du stress qui vont être libérées pendant cette première phase, d'accord? Donc le stress est perçu par le corps, des ressources vont être mobilisées. Ok, l'adrénaline et la noradrénaline vont être sécrétées pour faire quoi? Pour pouvoir réagir en fait à ce stress. Donc la concentration sanguine va augmenter, les pupilles vont se dilater, les muscles vont s'oxygéner, le cœur aussi, le cerveau va être mis à contribution. En fait, tous ces besoins physiologiques sont mis en place pour faire face en fait au stress. Et finalement, pour augmenter notre endurance et augmenter notre force. Parce que dans cette première phase d'alarme, c'est en fait, c'est fuir ou combattre. Tu vois, c'est mis en place quand il y a un stress, soit voilà, d'avoir tous ces besoins pour pouvoir fuir ou combattre. Et cette première phase de stress, en fait, elle doit durer quelques minutes à quelques heures, pas plus. Et le calme doit revenir par la suite. Donc, quand vous êtes
dans votre contexte professionnel, si vous avez un stresseur, voilà, on va dire ça comme ça, un patron, des collègues, et que finalement ça engendre du stress un peu tous les jours, le corps n'est pas fait en fait pour ça. Tu vois, et vous pouvez ni fuir ni combattre, c'est-à-dire vous pouvez pas fuir, vous pouvez dire bon bah moi c'est bon, j'en ai marre, je rentre chez moi, c'est pas possible. On peut pas combattre non plus parce qu'on peut pas dire à son patron bah voilà, vous me faites chier, vous êtes un con, vous êtes un gros con, je suis pas d'accord, ou elle a collecté qu'une conne, je me casse. On peut ni fuir ni combattre, c'est ça le problème. Donc en fait, on prend sur soi, on prend sur soi, on prend sur soi, et du coup, cette adrénaline qui doit durer quelques minutes et quelques heures, et ben finalement, elle va devoir persister, et là on va rentrer en fait dans une deuxième phase du stress, qui va être la phase de résistance. Et cette phase de résistance, c'est que le corps, en fait, il est obligé de s'adapter, il est obligé de trouver un équilibre parce qu'en fait, le stress, il est toujours perçu. Finalement, il s'éteint pas, enfin, il se calme pas. Donc, le corps, il est obligé de s'adapter. Et comment il va le faire? Il va mettre en place l'autre hormone du stress, qui est effectivement une hormone un petit peu plus chronique, qui est le cortisol. Et ce cortisol, au fur et à mesure, sur cette phase de résistance, elle va augmenter, 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 augmenter jusqu'à ce que jusqu'à puiser dans les réserves, dans nos réserves, et à mettre le corps dans le rouge. Puisqu'après après tout ça, et les réserves ne sont pas du coup éternelles, et du coup le magnésium, tous les minéraux vont chuter, le magnésium va chuter, les neurotransmetteurs, ça on va en parler juste après, la dopamine, noradrénaline, qui sont sérotonine, qui sont des hormones de l'humeur qui nous permettent d'avoir du plaisir, la concentration, tout ça, elle chute. Et si rien n'est mis en place, en fait, cette phase de résistance, elle peut durer quelques années. Hein. Ça dépend de chacun, ça dépend de la personne. Et si rien n'est fait, et qu'on passe à cette phase de résistance, et on arrive à la troisième phase, qui est la phase d'épuisement. Et c'est là où on parle de burn-out. Et c'est là qu'on parle d'un effondrement du système immunitaire, c'est-à-dire que les glandes surrénales sont complètement épuisées et ne peuvent plus produire le cortisol. C'est-à-dire que le cortisol, il a tellement été sollicité, voilà, il a augmenté le taux de sucre à chaque fois dans le sang pour pouvoir permettre au corps de réagir, qu'il n'y a plus de réserve, le cortisol, il chute, donc épuisement du système immunitaire, et ça va engendrer toutes les conséquences qu'on connaît justement. Et ouais. Donc, à ce moment, oui. Alors, vas-y. Ouais. Non, mais vas-y, si tu as. Alors, Donc, justement, tu nous as dit justement à quoi sert le cortisol et quelle est la relation entre. Tu nous as parlé aussi de la relation du stress et du cortisol. Oui, c'est ça, des justement. symptômes du stress, des symptômes du stress et les neuromédiateurs impliqués dans tout ça. Alors là, vous avez bien compris. Vous pouvez me le dire, vous avez bien compris que dans le mécanisme du stress, il y a trois phases. Ok, la phase d'alarme, la phase de résistance et la phase d'épuisement. Et quand on est dans une phase d'épuisement, c'est un effondrement du système immunitaire parce que le cortisol a chuté, il n'y a plus du tout de réserve. Ok, voilà. Les symptômes du burn-out, il y en a tellement parce que tout est il y a une interrelation avec tout, mais il y a évidemment il y a une fatigue surrénalienne, des surrénales, manque d'énergie, faiblesse, trouble de la mémoire, manque de concentration. Mais le principal, on va dire les principaux symptômes de la fatigue, ça va être difficulté à assumer ses tâches. Ça va être, vous allez tomber de fatigue en début de journée. Et à n'importe quel moment de la journée, vous êtes fatigué. Voilà. Vous vous traînez toute la journée au travail et vous récupérez un semblant d'énergie le soir. Une bonne nuit de sommeil, c'est pas du tout récupérateur. Donc vous avez beau dormir, mais en fait vous récupérez absolument rien parce que du coup vos hormones surrénaliennes, donc le cortisol, l'adrénaline, elles sont insuffisantes parce que vous avez déjà puisé dans vos réserves. Donc c'est pas suffisant pour pouvoir récupérer parce que vous pouvez ni rentrer dans un sommeil profond ni rentrer dans un sommeil paradoxal. Parce que l'adrénaline, le cortisol est dans les chaussettes. Le moindre petit effort ou le moindre petit boulot, ça va vous faire transpirer énormément, quand vous transpirez beaucoup. Ça, c'est pareil, c'est quand il y a des quantités d'hormones surrénaliennes qui sont insuffisantes. Et d'ailleurs, quand on stresse beaucoup, souvent on se sent fort au niveau de la transpiration.
Je sais pas si tu as déjà remarqué, mais quand on a énormément de stress, eh ben voilà, on sent on transpire, on sort, et c'est que le corps en fait, il essaye de compenser en fait le manque d'énergie en essayant, voilà, de récupérer ces hormones surrénaliennes qui sont épuisées, quoi. Voilà. Donc c'est vrai qu'en clientèle, en général, quand les gens arrivent et qu'ils sont en burn-out, je peux plus me lever. Un jour, je me suis réveillée incapable de me lever. Incapable de choisir mon rideau. C'est-à-dire, j'ai une personne qui me disait, j'ai un rideau, je regardais mes rideaux et je voulais acheter d'autres rideaux et j'avais plus rien dans ma tête. Je savais pas quelle couleur, quoi, comment. Donc, il y a une capacité d'agir, une incapacité de réagir, de décider et de se lever, d'assumer ses tâches, quoi. Ça, Voilà. ça c'est vraiment les symptômes du burn-out. Hein. C'est vraiment les symptômes du burn-out. Le vrai symptôme du burn-out, c'est vraiment l'incapacité de se lever le matin. C'est à un moment donné, je veux me lever et je ne peux plus. Je ne peux plus me lever parce que le corps a dit stop. Je ne peux plus. Oui, parce qu'à ce stade-là, c'est le corps ne répond plus en fait. Le corps ne répond plus. Il y a eu des signes avant, mais on n'a pas écouté les signes. Donc maintenant, voilà. Le corps il parle et le corps il vous dit stop, parce que c'est le corps qui vous arrête. Dans le burn-out, c'est le corps qui arrête les gens. C'est le corps qui arrête. Voilà. Généralement, on continue quand même, mais de toute façon, après, si le corps vous arrête, vous ne pouvez plus rien faire. Hein. Là, c'est trop tard. Et là, effectivement. En tout cas, il y a toujours des solutions, mais en tout cas, ça va mettre beaucoup de temps déjà recharger. Voilà. Il y a 3 niveaux dans le burn-out. Il y a la phase d'urgence où on peut agir. Et ensuite, la deuxième, là, c'est là où c'est le corps qui s'écroule, c'est le corps. Et puis après, la troisième phase, c'est vraiment plus important. Il y a des facteurs aggravants comme la dépression, tout ça. Mais à tous les stades, on peut faire quelque chose. Hein. Mais voilà. Voilà. Mais voilà, effectivement, il faut être très vigilant à tous ces signes, hein, parce que heureusement que le corps, moi je trouve que le corps, il est fantastique. Voilà. Et notamment la cellule. Moi, je suis passionnée par la cellule parce qu'en fait, tout vient de la cellule. Parce que c'est la cellule qui fabrique l'énergie, hein, l'ATP, ce qu'on appelle l'ATP, et cette cellule, elle travaille pour nous, et en fait, on s'alimente pour quelque part aller nourrir la cellule, et c'est elle qui nous donne cette énergie. Donc, c'est important vraiment d'être à l'écoute, et le corps s'exprime en fait. Les personnes vont avoir de la douleur. Hein. Des fois, quand on a des douleurs partout dans le corps, c'est aussi le corps qui s'exprime et qui est en train de sonner, sonner la sonnette d'alarme en disant, on est dans le rouge, quoi. Il faut mettre en place, en tout cas, certaines choses, quoi. Ah ouais, mais c'est vrai, le corps ne mange jamais. Hein. Le corps ne mange jamais. Donc, et on l'écoute pas. On n'écoute pas suffisamment parce qu'on est dans une société où tout est dans la tête, où tout est dans le mental et tout est dans le cerveau. Mais il faut savoir que nos émotions, si on parle des émotions, elles viennent de nos organes. Chaque organe a une émotion. Et le cerveau, en fait, il est en analyse. Il va réagir en fonction de ces différentes émotions qui viennent de chacun. C'est plutôt somatopsychique, en fait. C'est plutôt, voilà. Mais bon, il y a beaucoup d'ordres. Il y a voilà, au niveau des symptômes, il y a aussi d'ordre, ce que j'ai vu aussi passer, là, les petits messages. Mais effectivement, il y a tout ce qui est problème digestif, les ballonnements, ça touche beaucoup de choses. Et on va le voir. Oui. Et justement, quelle est la relation entre le burn-out et l'alimentation? Est-ce que tu peux. Alors, comment on peut justement faire en sorte? Alors, pour ça, il faut que je parle des neuromédiateurs. Je suis désolée d'avoir. Voilà. Je suis obligée d'expliquer tout ça parce que c'est important, parce que si vous ne vous connaissez pas et vous connaissez pas le fonctionnement de votre corps, vous pouvez pas vous apporter des solutions. Ça, c'est connais-toi toi-même. Hein. Voilà, c'est très connu, mais c'est très important. Alors, ces neuromédiateurs et ce qu'on appelle neurotransmetteurs, c'est quoi? Ce sont des messagers en fait chimiques qui vont permettre la transmission nerveuse entre deux cellules. Ok? Vous avez deux neurones, un autre neurone, et la cellule communique avec toutes les autres cellules. Et pour que deux neurones puissent communiquer, on a ce qu'on appelle un espace synaptique entre, et il va avoir des messagers chimiques, d'accord, il va avoir des messagers chimiques. Ces messagers chimiques, ce qu'on appelle les neurotransmetteurs, c'est quoi? C'est la dopamine, adrénaline, noradrénaline, sérotonine, et on va parler du GABA. Bon. Pourquoi c'est important? Parce que la dopamine, en fait, voilà, toutes vos humeurs, le fait d'être heureux, d'avoir la joie de vivre, le fait d'avoir du plaisir, du désir, de la concentration,
voilà, d'être simplement, voilà, d'avoir cette joie de vivre, ça va dépendre de la qualité de votre assiette, parce que c'est là où vous allez fabriquer vos neurotransmetteurs, ces fameux messagers chimiques. Et dans ces transmetteurs, vous avez la dopamine. Et la dopamine, c'est tout ce qui est plaisir, motivation, c'est le démarreur de la journée, ok? Pour pouvoir se lever le matin et pour pouvoir commencer sa journée, eh ben, il faut que vous ayez de la dopamine qui vous donne cet entrain, ce démarreur. Et cette dopamine, vous la fabriquez pas tout seul. Cette dopamine, c'est dans votre alimentation que vous allez la chercher. Et après, je vais expliquer comment aller la chercher. Cette dopamine, ce neurotransmetteur est mis en place le matin. Ok? Le matin, c'est la dopamine. Il met en place. Vous avez un autre neurotransmetteur qui est la sérotonine. Vous avez entendu peut-être parler de la sérotonine, qui est l'hormone du bien-être, de la sérénité. C'est un puissant relaxant, antidépresseur. Cette sérotonine, pareil, elle n'est pas fabriquée comme ça, c'est votre alimentation. D'accord? Et on va voir comment avoir cet antidépresseur, ce relaxant, et cette sérotonine, elle est précurseur de la mélatonine. D'accord? Donc, il va vous aider à dormir le soir, parce que je ne l'ai pas dit, mais évidemment, il y a l'insomnie, hein, on est au niveau du burn-out. Hein. Là, on tombe dans des graves insomnies. Enfin, si je l'ai dit, parce qu'en fait, on récupère plus. Voilà. Et du coup, cette sérotonine est importante parce qu'elle est précurseur de votre mélatonine. Et vous avez GABA aussi, ce qui lui est un relaxant, est un anxiolytique et vous permet de chasser les idées noires, d'éviter les pensées négatives, etc. Donc vous voyez que tout votre émotionnel, toutes vos émotions, en fait, elle vient de la qualité de votre assiette. C'est fou, quoi. Enfin, moi, j'ai trouvé ça extraordinaire, quoi. Et quand j'ai commencé à changer mon alimentation, parce que moi, j'étais toujours, voilà, à la limite du burn-out et burn-out, et c'est quand j'ai changé mon alimentation, j'ai vu que mes humeurs avaient changé. Je me sentais, voilà, je commençais à rire, d'être mieux, d'avoir du bien-être, d'avoir de la joie, mais c'est parce que je l'ai trouvé dans mon alimentation. Et quand vous êtes en stress, en burn-out, ces fameuses 3 phases, la phase d'alarme, eh bien, vous avez une adrénaline qui monte encore, bon, ça dure quelques minutes, quelques heures, ça peut aller, si le calme revient, mais le problème, c'est que le calme ne revient pas. Et à partir de la phase de résistance, et évidemment arrivé à la phase d'épuisement, votre dopamine, sérotonine, GABA et le magnésium, je vais revenir qui est extrêmement important, chutent. Et vous êtes complètement épuisé au niveau de ces neurotransmetteurs. Donc forcément, au niveau du moral, au niveau de l'émotionnel, au niveau, donc ça va vous entraîner des angoisses, ça va vous entraîner de la dépression, perte d'envie, etc., etc. C'est parce que vos neurotransmetteurs sont dans les chaussettes. Ok? Donc on va aller chercher ça dans l'alimentation. Je reviens, je finis juste avec le magnésium parce que le magnésium est extrêmement important parce que dans ce mécanisme de stress important, le magnésium, le stress, on va dire, fait fuir le magnésium de la cellule. Ok? Il y a une fuite du magnésium qui va entraîner une libération en fait, d'adrénaline. Et en fait, ça va être un cercle vicieux. Si vous avez une carence en magnésium, ça va entraîner un gros stress pour le corps. Et du coup, en fait, vous allez avoir une sensibilité au stress qui va être de plus en plus accrue. Donc, le magnésium est extrêmement important pour le système nerveux et quand on est quand on est en phase de stress et burn-out. Donc, il faut être vigilant et on va voir comment, au niveau de l'alimentation, on va pouvoir gérer tout ça. Franchement, je le vois dans mes résultats en clientèle et sur moi-même, 80%, tout vient de l'alimentation. C'est le numéro 1. Le numéro 1. Vous ne faites rien, et ça, je pense que là, du coup, vous l'avez compris avec tout ce dont je vous ai expliqué. Vous ne faites rien sans l'alimentation. C'est pas possible. C'est votre carburant, vous avez tout dans votre alimentation. Donc, que faire? Que faire? Alors, je dis un peu d'ordre général. Oui, que faire, oui. D'ordre général. Alors, d'ordre général, il faut une alimentation la plus saine possible, on va dire locale, de saison. Voilà, ça c'est extrêmement important. Alors, qu'est-ce que tu penses justement, il y a des adeptes, des personnes qui sont végétariens, qu'est-ce que tu penses voilà, est-ce qu'il faut manger alors, les personnes végétariennes, alors tout dépend en fait de chacun et de sa physiologie. Si on est, pour ma part, si on est dans une phase de burn-out, être végétarien, ça va être un petit peu plus problématique, on va dire. D'accord? Parce que vous allez devoir votre dopamine, votre sérotonine, votre GABA, tous ces neurotransmetteurs, en fait, sont précurseurs des protéines. D'accord? Pour créer votre dopamine, pour créer votre sérotonine, c'est à base de protéines, à base des acides aminés.
comme la tyrosine pour la dopamine et le tryptophane pour fabriquer la sérotonine. Donc c'est vrai que c'est un petit peu problématique si vous n'avez pas de protéines. Voilà. Et l'alimentation bio? Et l'alimentation bio, bah, c'est d'éviter, malheureusement, vous voyez, on a une alimentation qui est transformée, on a une alimentation qui est frelatée et qui est bourrée de perturbateurs endocriniens et qui engendre énormément de conséquences. Donc c'est vrai qu'en général, essayez de faire un effort sur les fruits et les légumes, au moins bio, même si c'est pas 100%, on va dire, voilà. Mais privilégiez quand même fruits et légumes bio. Vous en trouvez partout maintenant, même les grands supermarchés, voilà, ils en font. Mais c'est important parce que évidemment, les fruits et les légumes, bon bah c'est la santé, hein, ça va passer par ça. Mais surtout, ce qui est important surtout, parce que l'alimentation c'est vraiment général, mais pour le burn-out, en fait, ce qu'il faut comprendre surtout pour le burn-out, c'est qu'il faudra manger à peu près toutes les 2 heures. Ah, toutes les 2 heures. Okay. Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que le corps, si vous mangez que matin, que midi et que soir, que matin, midi et soir, en fait, vous mettrez votre corps en stress physiologique. En fait, il faut rajouter des encas, il faut avoir un bon petit déjeuner, vers 10h, 11h, un encas, votre déjeuner, un encas vers 17h et manger léger le soir. Comme ça, vous stabilisez en fait votre glycémie, qui est le taux de sucre dans le sang, tout au long de la journée. Ok? Parce que si vous ne faites pas ça, vous êtes constamment, en fait, vous jouez avec votre taux de glycémie. Le cortisol, hein, c'est lui hein, qui stabilise en fait sa glycémie en cas de stress. Et si vous faites pas ça, vous allez toute la journée faire hyperglycémie, hypoglycémie, hyperglycémie, hypoglycémie. Donc en fait, vous allez faire que des montagnes russes toute la journée et au niveau émotionnel, bah, vous vous retrouvez épuisé et puis, encore une fois, vous épuisez vos glandes surrénales. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir un petit déjeuner qui va apporter les nutriments nécessaires pour fabriquer votre dopamine, pour avoir pour démarrer la journée. Plaisir, motivation, je rappelle. Alors, quel aliment que tu ça va être à partir des protéines. Ok. Donc, je vous conseille. Alors, oui, comme aliment. Comme aliment, ça peut être un œuf à la coque, ça peut être du pain avec un petit peu de fromage de chèvre dessus, ou avec un morceau de jambon dessus, ou avec des tranches d'avocat. Ça peut être des céréales plutôt avoine avec du fromage blanc, voilà, qui est assez protéiné. Enfin voilà, il faut des protéines principalement. Et ça, parce qu'en fait, si vous avez dans les œufs, ouais, dans les œufs. Alors bon, si vous n'avez pas le temps, faites-le au moins le week-end pour les œufs. Après, bon, c'est vrai que vaut mieux se lever un petit peu plus tôt et privilégier ce petit déjeuner parce que c'est fondamental pour le reste de la journée. Parce que si votre petit déjeuner, il est trop sucré, comme malheureusement en France l'est, c'est-à-dire pain, confiture, café, jus d'orange, mais alors là, c'est même pas la peine. C'est-à-dire que vous faites monter votre pic, votre taux glycémie dès le matin. Le sucre est un inflammatoire assez important. Très important même, et en fait vous allez jouer sur votre insuline, et l'insuline elle vient du pancréas pour essayer de diminuer le taux de sucre, donc vous faites une hyperglycémie en fait dès le matin, vous avez faim 2 heures après, et vous tombez en hypoglycémie, et du coup qu'est-ce que vous faites? Soit vous jetez sur du sucré, ou soit vous allez vous jeter sur du café. Et souvent quand on est un stress important, c'est café sur café sur café. Et le problème du café, c'est que la caféine du café, en fait, va venir stimuler l'adrénaline. En fait, la caféine stimule l'adrénaline du corps. Et du coup, vous avez compris, quand l'adrénaline est stimulée, au niveau physiologique, au niveau du sang, ça fait augmenter le taux de sucre dans le sang. D'accord? Donc, caféine, adrénaline. L'adrénaline fait monter le taux de sucre dans le sang. Donc, on est en hyperglycémie. Du coup, le taux de sucre, il monte. Le pancréas va envoyer l'insuline parce qu'il attend, mais il y a trop de le sucre est en train de monter, il faut que je le fasse baisser, il faut que je l'absorbe. Donc il envoie l'insuline pour faire baisser ce sucre et le taux de sucre il chute. Et là vous vous retrouvez encore en hypoglycémie et vous allez reprendre un café pour faire sans arrêt, voilà, des vagues comme ça émotionnelles pendant toute la journée. Tu vois? Et si vous avez un petit déjeuner qui est bien protéiné, eh bien, vous allez répondre à vos besoins dopaminergiques et vous ne jouez pas sur votre insuline et vous pouvez voilà et vous tenez voilà et vous faites votre journée beaucoup plus facilement quoi. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Au niveau du déjeuner, alors, qu'est-ce qu'on prend? Merci pour le retour. Bah, ça dépend des goûts de chacun, hein, je t'ai dit. Hein, ça, qu'est-ce qu'il faut privilégier comme aliment voilà. Alors, si vous aimez le pain,
Merci pour les retours. On dit c'est très clair, merci. Parce que des fois, j'ai pas de retour. Donc, alors, si vous aimez le pain, eh ben, vous pouvez prendre du pain. Alors, un pain. Bon, c'est vrai qu'en général, moi, bon, j'aime pas trop les pains. Alors, on va dire un pain complet. Alors, pain complet, céréales, ok? Sauf que je vais être un peu embêtante parce qu'en fait, j'aimerais qu'il soit bio. Parce qu'en fait, s'il est complet et céréales, et ce qui est très bien, parce que là, vous allez avoir toutes vos fibres nécessaires qui sont importantes pour votre microbiote, eh ben, il faut qu'il soit bio. Parce que s'il n'est pas bio, eh ben, en fait, vous bouffez des pesticides, quoi. C'est voilà. Et donc là, finalement, c'est plus intéressant. Donc, un pain complet, céréales bio. Et vous pouvez, voilà, étaler un petit fromage de chèvre qui est du gras. C'est parfait pour le matin. Au niveau physiologique, on assimile beaucoup plus le gras le matin avec les protéines. Donc un petit fromage de chèvre, un petit, je sais pas, un petit blanc de dinde, par exemple. Jambon, blanc de dinde, ça peut être un petit peu de saumon fumé avec des tranches d'avocat. Alors, Un œuf à l'époque. en fait, je voulais parler du déjeuner, en fait, parce que effectivement. Ah, du déjeuner. Du déjeuner, ouais. Voilà. Alors, vous avez votre petit déjeuner. Je vous conseille d'avoir un encas. Ok, vous amenez au bureau un petit encas. Vous attendez pas le déjeuner. Alors, vous prenez un fruit, par exemple, une banane, ce qui est parfait. Une pomme, ce qui est parfait. Alors une banane, pourquoi? Parce que elle est bourrée de gel de potassium, et quand le cortisol est trop fort, et ben il va inhiber le potassium et le magnésium. Donc la banane est extrêmement riche en tryptophane, donc c'est précurseur de la sérotonine. On va vous faciliter, ça va être un relaxant et va vous faciliter le sommeil plus tard. Donc un fruit en encas, par exemple, et puis au petit déjeuner. Je vais être sur la même base au petit déjeuner. C'est-à-dire que le petit déjeuner, eh ben, il va falloir aussi des protéines. OK? Aussi. Au déjeuner, il faut des protéines. D'accord? On ne mettra pas de protéines le soir. Mais matin, petit déjeuner protéines, le midi des protéines, une petite volaille. Alors c'est vrai que je préfère plutôt les volailles. C'est vrai que je suis moins fan de la viande rouge. Voilà. La viande rouge, il faut faire très attention. Je dirais une fois par semaine à 2 fois à grand max par semaine de la viande rouge. OK? Parce que s'il y a trop de viande rouge, alors il y a la problématique des hormones qu'il y a dedans, des oestrogènes qu'il y a dedans, hein. Il y a toute cette problématique, mais aussi trop de viande rouge, c'est un inflammatoire pour le corps. Ça va être un acidifiant. D'accord? Ça va acidifier l'organisme. OK? En fait, le corps, il cherche toujours à être en équilibre, en homéostasie. Et dans l'alimentation, il faut qu'il y ait 70% des aliments qui sont dits plutôt alcalinisants, basiques. Ça va être en général les fruits et les légumes. Et il faut que 30% de produits acides, et ça va être en général les protéines, les légumineuses, etc. Mais si vous avez trop d'acidité, et malheureusement dans nos sociétés, dans notre alimentation, c'est beaucoup trop acide, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des problématiques acidifiantes, inflammatoires. Tu vois? Donc, le midi, plutôt volaille, plutôt dinde, plutôt poulet, plutôt du poisson, par exemple, et notamment des poissons gras. Alors, faut aimer. Ça peut être en boîte, hein, pas de problème. Ça peut être sardines, maquereaux, harengs, saumon, truite. Et vous faites ça, vous pouvez en consommer 3 à 4 fois par semaine. OK? C'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que ces poissons gras sont dotés, ce sont des oméga 3, ce sont des acides gras. Et ce sont des anti-inflammatoires. Il faut savoir quand on est en burn-out, quand on est en état de stress continuel, il faut savoir qu'en fait, on est dans un état inflammatoire. OK? Le corps, il est en inflammation constante. D'accord? Donc, il faut chercher dans notre alimentation des aliments qui sont anti-inflammatoires. Et c'est extrêmement important. Et vous les trouvez dans ces fameux oméga 3. Je suis sûre que vous en avez entendu parler. Et ces fameux oméga 3, vous les avez dans les poissons gras, qui sont facilement disponibles pour la cellule, parce qu'elles n'ont pas besoin d'enzymes, quoi que ce soit, pour se convertir, et nanana. Donc, sardines, maquereaux, harengs, voilà, 3-4 fois par semaine. Et vous allez voir qu'au niveau de votre énergie, au niveau de votre morale, parce que ça va vraiment changer la donne. Donc, cette part de protéines le midi, et 50% de l'assiette, il n'y a pas de secret, ce sont des légumes. 50% de l'assiette, ce sont des légumes. La part de protéines, une part de protéines et une autre part, si vous voulez, peut-être de féculents, je sais pas, pommes de terre, patates douces, ça peut être des céréales, du riz. Alors moi, je préfère semi-complet, vous avez compris, hein, parce qu'il faut des fibres. Parce que tout ce qui est blanc, c'est des glucides, c'est du sucre. Donc voilà un petit peu la composition. Non, c'est pas grave les noix, c'est très bien parce que je réponds en fait au petit message. Les noix, non, parce que alors, faut jamais être en excès, hein, faut toujours trouver l'équilibre, mais aussi tout ce qui est oléagineux, noix, amandes, noisettes, c'est très bien parce qu'il y a beaucoup de minéraux dedans et il y a ces fameux oméga 3 aussi. Voilà.
Avant le repas de déjeuner, un petit peu de cru, mettez des crudités. Surtout que là, on est au printemps, donc je sais pas, ça peut être un demi-avocat, ça peut être, quand l'été va arriver, là, ça va être les concombres, ça va être les petites tomates, ça peut être des carottes râpées, mais il faut toujours qu'il y ait du cru, un peu de cru, parce que c'est là où vous avez toutes vos vitamines, vos minéraux et toutes vos enzymes. Et ce qui vont permettre, pour bien faire votre travail, on va dire, au niveau des enzymes, de la digestion, pardon. Ouais. Voilà. OK? Donc, protéines au petit déjeuner, protéines le midi, poisson, ou volaille, ou dinde, etc. Et puis, le soir, plus allégé. Mais, par contre, j'ai parlé des petits encas, pardon, et un encas vers 17h, vers 16h, 17h. Extrêmement important, parce qu'à 17h, vous avez un pic glycémique qui est normal, qui arrive, et il faut répondre à ce besoin-là, parce que ça va être la fabrication en fait du tryptophane qui va être le précurseur de la sérotonine et de la mélatonine de votre sommeil du soir. Donc vous prenez un petit élément sucré, ça peut être un carré de chocolat, 2 carrés de chocolat noir, voilà, avec une banane, avec un fruit, avec un petit thé, voilà, vous faites plaisir à ce moment-là, vers 16-17 heures pour répondre à ce besoin. Par contre, à partir de 18 heures, vous évitez le sucre. Et à partir de 18 heures, il n'y a plus de sucre. Voilà. Et donc, Oui. ouais, donc voilà un peu le schéma en fait, un peu la journée pour répondre aux besoins physiologiques. Est-ce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas manger, par exemple? Est-ce qu'il y a encore des choses qu'il ne faut pas manger? On sait qu'il faut éviter la viande. Est-ce qu'il y a encore des aliments Alors, proscrits? Et il y a quelqu'un qui demande, et le soir? Parce qu'apparemment, alors le soir, oui, alors le soir beaucoup plus léger parce que vous vous préparez au sommeil, donc c'est important. Le soir, les Chinois disent euh, voilà, mais j'adore la médecine chinoise parce que tout est aussi dans la médecine chinoise. Il faut manger allégé. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez tout est rythmé au niveau du corps et il y a un organe qui est dominant à chaque moment de la journée. Et le soir, ce sont les reins avec ces petites glandes surrénales. Et pour pas épuiser vos reins, eh bien, il faut manger léger. Et donc, surtout pas de protéines. Limite le poisson, vous pouvez. Une protéine plus faible comme le poisson. Après, ça peut être des protéines végétales, mais j'irais plutôt là, vous pouvez mettre plutôt un repas végétarien, plutôt pour le soir. Tu vois, ça peut être des soupes, bouillons pour l'hiver, mais ça peut être, quand on va arriver à l'été, une bonne salade, ça peut être, je sais pas, moi, une salade de pommes de terre avec des sardines, ou du maquereau, avec de la mâche à côté, avec des graines de courge, avec des bonnes huiles, comme l'huile de lin, ou comme l'huile de noix, par exemple. L'huile de chanvre. L'huile de chanvre, tout à fait, qui sont des oméga 3. Donc, ce sont des puissants anti-inflammatoires également. 3 cuillères à soupe. 3 cuillères à soupe par jour. Voilà, ou ça peut être voilà, des petites tartes aux légumes. Voilà. Du moment que vous mettez pas de viande rouge, un repas lourd, un repas gras, ça fait l'affaire. Ça fait l'affaire et essayez de manger. Et si on n'a pas de temps de bien déjeuner le soir, parce que c'est là, parce qu'en général, beaucoup de gens compensent le soir parce qu'ils n'ont pas le temps de déjeuner. Alors c'est là la problématique en fait. C'est vrai qu'il faudrait prendre le temps de déjeuner, mais alors je sais que c'est pas tout le temps facile. Hein. Mon ancien métier aussi c'était compliqué, mais c'est vrai qu'il faudrait mieux déjeuner le midi que le soir. Donc c'était quoi la question? Si on n'a pas le temps de déjeuner le soir, c'est ça? Non, on n'a pas le temps de déjeuner le midi. Est-ce qu'on peut compenser? Est-ce qu'on peut manger le soir, par exemple? Bien manger Oui, le soir. ouais, mais faut que ça reste léger. Faut que ça reste, voilà, on faudra éviter les viandes, les choses grasses, on va dire, du soir. C'est pour ça que tu disais qu'il faut se lever plus tôt pour préparer. Hein, en fait, si vous allez voir que si vous avez un petit déjeuner qui est bien protéiné le matin, vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile dans la journée. Vous allez à moins avoir des pics glycémiques dans la journée et vous allez avoir moins de fringales au niveau du sucre. Énormément moins. C'est comme ça voilà. Ça, c'est important. C'est vraiment le matin. Et c'est vrai que vaut mieux se lever plus tôt le matin. Ou à la rigueur, je sais pas, si vous n'avez pas le temps le matin, les enfants, tout ça, bon voilà, je sais pas, amenez-vous un petit encas ou faites-vous un petit, voilà, vous amenez votre pain complet, vous amenez votre tranche de blanc de dinde, de jambon, vos petits fromages de chèvre étalés, vous faites un petit sandwich, je ne sais pas, et une tomate, voilà, un avocat, et vous prenez ça au travail. Dans ces cas-là, si vous n'arrivez pas, voilà,
dès le matin à manger. Si vous n'arrivez pas dès le matin à manger, c'est peut-être aussi qu'il y a eu, justement, il y a eu un repas qui a été trop lourd le soir. Donc, du coup, vous passez la nuit, en fait, à digérer. Et la nuit, elle n'est pas faite pour ça parce que le sommeil est extrêmement important. Il y a un renouvellement cellulaire et immunitaire qui se fait pendant la nuit. Et si toute l'énergie, elle est concentrée à digérer, vous ne pourrez pas réparer les autres fonctions dans la nuit. Donc, c'est vrai qu'il faut manger plutôt léger et pour pas surcharger votre foie. Et pour le matin, avoir l'appétit et avoir ces fameuses protéines le matin pour éviter d'avoir des pics glycémiques dans la journée. Si vous avez vos encas 10-11 heures et faire 16-17 heures, le soir, bon, bah, ça, c'est plus, ça, voilà, ça devrait passer. Ça devrait passer. En tout cas, c'est pas... même, oui, vas-y. non, mais c'est même une alimentation qu'on devrait garder tout le temps, hein. C'est pas forcément en burn-out. Alors, c'est une aliment. Alors, oui, en général, c'est une hygiène de vie. Hein. En général, oui, c'est une alimentation qu'on devrait avoir plus ou moins tout le temps, tout à fait. Mais qui répond en tout cas à la physiologie du stress et du burn-out. En fait, ce qui est spécifique au burn-out, c'est de manger toutes les 2 heures dans la journée. Donc, c'est important d'avoir ces encas. Et c'est d'éviter les excitants, café, le thé, l'alcool, le tabac. Pour les raisons pour lesquelles je vous ai expliqué, au niveau de la caféine, la théine, qui va exciter en fait l'adrénaline et du coup qui va faire encore monter votre taux de sucre et va épuiser vos surrénales à la longue. Donc, il faut vraiment éviter ces excitants et il faut vraiment que la fréquence des repas, voilà, soit plus fréquente pour stabiliser la glycémie. En fait, ce qui est important, c'est de stabiliser votre glycémie quand vous êtes en état d'épuisement et de burn-out. C'est extrêmement important. Voilà. Et après, évidemment, le choix et la qualité de vos aliments, vous allez voir que la cellule va avoir tous les nutriments, toutes les vitamines et minéraux nécessaires. Et je peux vous dire qu'elle va bien vous le rendre. Hein. Au niveau de votre énergie, vous allez récupérer l'énergie et vous allez le ressentir très vite. En fait, il y a toujours, voilà, c'est que le corps, il répond très vite malgré tout. Ça demande des efforts, ça demande des changements d'habitude, ça demande des efforts. Mais vous allez voir que sincèrement, ça va très vite. Vous faites cet effort-là, vous changez l'alimentation, ça va très très vite, très très vite. Et est-ce qu'on peut utiliser des plantes, par exemple? Est-ce que les plantes peuvent aider aussi à... Oui, ouais, il y a pas mal, il y a des plantes, par exemple comme la Griffonia 5-HTP. Griffonia, c'est une plante africaine et qui est une plante adaptogène, à peu près comme toutes les plantes. Alors, c'est quoi une plante adaptogène? C'est une plante qui va permettre au corps de s'adapter au stress. En fait, elles vont accroître la résistance au stress de l'organisme. Donc, vous avez la Griffonia qui est intéressante parce que la Griffonia prise sur les coups qui est prise dans l'après-midi ou en fin d'après-midi, c'est une sédative, donc elle va vous permettre d'avoir un meilleur sommeil. C'est une anxiolytique, donc elle va vous permettre de vous calmer, d'avoir moins d'angoisse. C'est une plante qui va réguler la glycémie, donc elle va vous éviter les fringales de sucre aussi. Donc elle est extrêmement intéressante, la Griffonia, pour ça. Ensuite, d'autres plantes que j'aime beaucoup, il y a la rhodiola. J'aime beaucoup cette plante aussi. C'est également une plante adaptogène. C'est un petit arbuste en fait qui vient de Sibérie et qui vient surtout des régions froides. Et vu qu'elles sont en montagne et en région froide, en fait, elles ont des principes actifs qui permettent de mieux résister au froid, tu vois. Donc du coup, cette rhodiole va vous permettre de maintenir en fait votre stress à un niveau physiologique. Voilà, d'éviter que le cortisol il s'emballe. Et donc, pareil, elle va gérer le stress, elle va vous permettre de mieux résister dans la journée, de moins faire le yo-yo au niveau du moral. C'est une antidépressive aussi, donc elle est top pour ça aussi. Vous avez l'ashwagandha, qui est qu'on appelle le ginseng indien, qui est un petit arbuste qui vient d'Inde, pareil, qui stimule la production du cortisol. Pas que ça, mais du cortisol. Et oui, qui est bien pour le burn-out parce qu'en fait, c'est une sédative. Donc, si vous avez des problèmes de sommeil, elle peut vous aider à gérer les insomnies parce qu'elle est hypnotique, elle est sédative et elle est anti-inflammatoire. Elle a des effets anti-inflammatoires. Elle est immunostimulée, donc elle va stimuler en fait le système immunitaire. Elle demande comment ça s'écrit. Ashwagandha, est-ce que c'est un peu compliqué? C'est A-S-H-W-A-G-H. Non. Je recommence. A-S-H-W-A-G-A-N-D-H-A. L'ashwagandha, c'est le ginseng indien. D'accord. Les contre-indications, c'est quand on a une hyperthyroïdie, si on a une maladie auto-immune et pour les femmes enceintes et allaitantes. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais.
Et voilà, moi je la préconise, c'est vrai, quand il y a des problèmes on peut la préconiser quand il y a des problèmes de sommeil aussi. Elle fait les deux. Et vous avez l'éleutérocoque, qui lui, le ginseng de Sibérie. Voilà, chaque partie en fait a son ginseng. Et voilà. Et c'est alors après l'éleutérocoque, j'aime bien le donner aux navigants, comme moi, ex-hôtesse de l'air, parce qu'elle gère aussi un peu les décalages horaires. Mais elle, pareil, du coup, elle augmente les performances physiques, elle augmente les performances intellectuelles, voilà, elle vous permet de pas surréagir au stress. Voilà. Ça remonte l'énergie. Ça stimule, ouais, ça stimule l'énergie. Alors évidemment, faut pas prendre que ça. Il faut que vous mettiez en place, comme on a dit, cette alimentation et que vous mettiez en place après les plantes. Voilà. Parce que bon, après c'est voilà. Comment dire, les plantes, elles sont hyper intéressantes, mais il faut savoir aussi les utiliser. Parce qu'on ne fait pas tout et n'importe quoi aussi avec les plantes. Par exemple, vous avez le cassis aussi. Alors, et le cassis, vous avez le réglisse, et je reviens sur la rhodiole. Parce qu'en fait, tout dépend dans quel état vous êtes. Si vous êtes en phase de résistance, donc rappelez-vous cette fameuse phase de résistance, je vais plutôt donner du rhodiole. OK? Parce que le cortisol, on va dire, il est à fond, mais il n'est pas effondré. OK? Donc, ça va aider ça va permettre au corps de mieux résister au stress. Donc, la rhodiole est intéressante pour ça. Par contre, si vraiment vous êtes dans un état de burn-out et vraiment dans une phase d'épuisement, je dirais la rhodiole, elle sert plus à rien. OK? Là, ça va être plutôt l'ordre du cœur. J'ai vu la question, mais ce sera plutôt l'ordre du cassis, par exemple, parce que le cassis va stimuler la production de cortisol. Tu vois, quand tu n'as plus de cortisol, le cassis va permettre de restimuler cette production. Donc, c'est un cassis, c'est un bourgeon, hein, les bourgeons de cassis, hein, d'accord? C'est plus intéressant que les feuilles de cassis, mais le bourgeon de cassis est extraordinaire pour ça. C'est un super anti-inflammatoire, c'est un anti-allergique, et en fait, il est cortisone-like. Ça veut dire qu'il limite les effets du cortisol. Voilà. Principalement, je m'arrêterai à ces plantes parce que ça sert à rien de faire tout un défilé. Voilà, mais la première chose, c'est vraiment l'alimentation, et j'insiste et je réinsiste, hein, c'est vraiment 80%, c'est tout. Hein. Après, évidemment, vous faites, on se fait aider par les plantes, mais voilà. Alors, quelqu'un a posé la question pour les compléments alimentaires. Bah, ce que je pense des compléments alimentaires, parfois c'est nécessaire. Enfin, c'est nécessaire. Alors évidemment, moi, je travaille avec des laboratoires, français, où on a les bons outils, les bons cofacteurs dedans, on a le bon dosage, on a des vitamines actives, donc faut pas prendre n'importe quel complément alimentaire, on va dire. Mais je dirais que les compléments alimentaires sont presque nécessaires. Par exemple, le magnésium. Le magnésium, c'est fondamental. C'est considéré comme un complément alimentaire. C'est considéré comme un complément alimentaire. Ouais, c'est un minéral qui est extrêmement important. Mais là, si vous êtes en état de stress, là, vous pouvez pas quitter cette séance d'aujourd'hui sans penser au magnésium. C'est pas possible. Le magnésium, il est extrêmement important parce que je vous l'ai dit, dès que vous stressez, dès qu'on stresse, et je l'ai vu, dès qu'on stresse, on fait fuir le magnésium. OK, et on fait rentrer le calcium à l'inverse dans la cellule. Fuit du magnésium et on fait entrer le calcium qui provoque des contractions. Donc, moi, j'avais souvent ça, et certains peut-être peuvent se reconnaître. Dites-moi oui, si c'est ça. Mais voilà, moi, j'avais des contractions au niveau de la paupière. Donc, j'ai la paupière qui sautait. Ça bougeait. Ça saute. Quand vous avez des crampes aussi au niveau, voilà, je vois oui. Bah voilà. Alors ça, déjà, c'est une fuite du magnésium. C'est déjà, on est carencé en magnésium. Donc, faut absolument se recomplémenter parce que si vous n'avez pas de magnésium, je vous ai dit, vous allez avoir une sensibilité de plus en plus accrue au stress. Et en plus, si vous n'avez pas de magnésium, vous pouvez pas fabriquer votre tryptophane, qui est le précurseur de la sérotonine, qui est l'hormone de la sérénité, et qui aussi va fabriquer votre hormone du sommeil. Vous voyez, tout est intermêlé. Donc, le magnésium, il a plus de 300 fonctions dans le corps, il est extrêmement important. Donc, si vous avez les paupières qui sautent, si vous avez des crampes, si vous avez, par exemple, vous êtes très sensible à la lumière, au bruit, vous sursautez, voilà, dès que quelqu'un rentre dans la pièce, ou le bruit, vous supportez pas, ça vous agace, ça, c'est un manque de magnésium. Donc, pour moi, les compléments alimentaires sont
Voilà, supporte pas le bruit, ouais, c'est ça. C'est qu'on a une, voilà, c'est que, voilà, voilà, c'est qu'il y a trop de calcium qui est rentré, qui provoque trop de contractions parce qu'il a fait fuir le magnésium aussi. Mais les compléments alimentaires, ouais, sont nécessaires maintenant parce que vous savez, on est tellement empoisonné, on est tellement pollué de partout. Déjà de par l'alimentation, c'est pour ça que je veux la plus bio possible. De par l'alimentation, de par l'air, enfin, de tout ce qu'on peut respirer, etc. On est tellement empoisonné que et on est tellement dans une société de stress constante, et c'est bien le sujet de cette semaine, que bah, le corps il s'épuise et on a besoin de le recomplémenter. Mais bon, c'est sûr qu'il faut savoir quel complément et voilà, pas prendre tout et n'importe quoi, mais ça peut s'avérer effectivement nécessaire, quoi. L'alimentation ne sera pas forcément entre guillemets suffisante, ok? Mais voilà, bon, c'est pour ça que mon alimentation, pour ma part, elle est la plus bio possible. Voilà. Elle n'est pas parfaite, mais elle est la plus bio possible, la moins dénaturée possible, voilà, pour avoir justement tous les aliments. Mais même en ayant une alimentation bio et la moins dénaturée possible, vous n'avez pas les mêmes teneurs en vitamines que dans les années 30. Une pomme, elle a beaucoup moins de vitamines ou une orange qu'auparavant. Voilà. Mais surtout les pommes, il faut les prendre mieux, quoi. Parce que vu le nombre de pesticides, il y a 50 traitements chimiques, là, c'est une catastrophe. Donc voilà. Ok. Alors, un petit mot sur la gestion du sommeil, Carole? Ouais, ben, sur le sommeil, c'est pareil. Alors, manger léger le soir, 3 heures avant d'aller dormir. Pas d'exercice physique trop le soir, sinon c'est trop, ça va épuiser vos reins, vos surrénales, comme je l'ai expliqué, et qui ont besoin d'être au calme le soir. C'est d'être dans une pièce aérée, d'avoir une bonne literie, voilà, les choses de base. C'est d'éviter d'avoir le portable, la lumière bleue constamment devant les yeux, puisque ça va empêcher la mélatonine de prendre sa place. C'est toutes ces choses-là. C'est de bien prendre votre magnésium, qui fait baisser votre taux de cortisol. Parce qu'en fait, pourquoi on n'arrive pas à dormir? C'est qu'en fait, vous avez fait monter votre taux de cortisol tout au long de la journée. Le soir, normal, en fait, je vais vous expliquer. En fait, le cortisol, en fait, il est en dominance le matin. D'accord? Entre 6 heures et 8 heures. Le cortisol, c'est ce qui vous permet de vous réveiller. D'accord? Il a une fonction d'éveil. OK? Et il doit s'atténuer, en fait, tout au long de la journée. OK? Et le problème avec la vie que vous vivez, le travail, le travail continuel, les enfants, etc., tout ce qu'on doit gérer, le cortisol, il monte, alors qu'il devrait s'abaisser dans la journée, mais il monte, et on se retrouve le soir avec un cortisol qui est au max, et la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, elle peut pas se mettre en place, parce que le cortisol, il prend toute la place. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'il faut absolument que ce cortisol, à la fin de la journée, chute pour mettre en place la mélatonine, et ce fameux magnésium, et même la vitamine C, qui est extraordinaire pour les surrénales, vont permettre de diminuer ce cortisol. Tu vois? Voilà, donc ça c'est important. Et puis vous avez des plantes. Vous avez des plantes aussi. Vous avez la mélisse. La mélisse qui est extraordinaire. J'adore la mélisse, mais moi c'est ma plante, la mélisse. Je l'adore en plus. Elle pousse de partout en plus. Et d'ailleurs, peut-être Lydia, tu pourras mettre de la mélisse dans ton jardin. Non? Mais tu pourras mettre de la mélisse dans ton jardin. Ah oui, d'accord. Okay. Bien. Ah ouais, la mélisse. Et la mélisse, elle est top parce que la mélisse, en fait, elle a une action GABAergique. Et je vais expliquer des neurotransmetteurs, la dopamine, sérotonine, et il y a le GABA. Et le GABA, en fait, c'est un anxiolytique et c'est un effet calmant. Et vous savez, quand vous êtes réveillé, peut-être en pleine nuit, et vous sursautez comme ça dès qu'il y a un bruit, ou que, je sais pas, votre père il se lève, ou les enfants ils font du bruit, vous sursautez comme ça, vous n'arrivez pas à vous rendormir. En général, c'est qu'un un déficit en GABA. Tu vois? Et la mélisse, elle répond très bien à ça, puisque la mélisse, elle va avoir une action sur le système nerveux et en plus sur le système digestif aussi. Et donc, elle calme, elle calme. Donc, une petite tisane de mélisse dans la journée, du soir. Ça peut être pris dans la journée, hein. C'est pas forcément que le soir, parce qu'après, peut-être que on a envie d'aller aux toilettes, voilà, après, mais pris la mélisse dans la journée, franchement, c'est un effet qui est extrêmement calmant. Après, vous avez d'autres plantes comme la passiflore et la valériane. La valériane est intéressante si vous avez des palpitations, si vous avez des angoisses, si vous sentez votre cœur s'emballer. La valériane, elle va atténuer toutes ces palpitations cardiaques, etc. Et la passiflore, c'est quand vous êtes toujours en train de ruminer, vous êtes toujours en train de ressasser. Et si vous prenez la passiflore, ça va vous permettre de vous calmer tout au long de la journée. Okay. Voilà. Ouais. Après, vous avez les exercices, l'exercice respiratoire. N'oubliez pas la respiration. Vous pouvez faire des exercices respiratoires avec une petite huile essentielle, par exemple, une petite huile essentielle de lavande, une petite huile essentielle d'orange douce. Moi, j'ai toujours, la petite orange douce qui est là. J'ai la basilic aussi. Et donc, c'est très simple.
Trouver la variété. Ça peut se trouver en pharmacie, la valériane, hein, en parapharmacie. Hein. Et vous mettez une huile essentielle et la mettez au niveau du poignet. Hop, vous frottez. Voilà. Donc, l'orange douce, la molécule qu'il y a dans l'orange douce, dans la lavande, ce sont des esters, donc ce sont des sédatifs, donc elles vont calmer le système nerveux. Donc, la molécule, principe actif, elle rentre dans le sang, elle rentre dans la circulation nerveuse et elle va faire son rôle de sédatif, d'anxiolytique. Voilà. Et vous venez la respirer profondément au-dessus. Vous pouvez faire la cohérence cardiaque, vous pouvez faire 6 inspires et 6 expires. 6 inspires, 6 expires. Voilà, on s'entend aussi votre lavande ou votre orange douce ou le petit grain. Tous les zestes d'agrumes sont pas mal. Après, ça sera suivant ce que vous aimez. C'est important. Si vous prenez la lavande et que vous supportez pas la lavande, c'est pas la peine. Vous prenez vraiment une odeur qui vous parle. La lavande, c'est vrai qu'elle est intéressante pour les endormissements. Pas la lavande aspic, non. C'est la lavande. La lavande vraie? C'est la lavande fine. Voilà, je parle de la lavande fine et de la lavande vraie. La lavande vraie et la lavande fine, c'est exactement la même chose. Ok. La lavande aspic, c'est plutôt, c'est pour autre chose là. Voilà, c'est pour autre chose. Mais la lavande fine et la lavande vraie plutôt. Voilà. Et l'orange douce est très bien aussi pour les enfants aussi. Ça marche très bien aussi sur les enfants. Voilà. Donc, une bonne respiration, en aspirant sur les huiles essentielles. On peut venir frotter au niveau du plexus solaire, au niveau du soutien-gorge. Eh ben, vous venez frotter, vous mettez 3-4 gouttes de votre huile essentielle pure et vous venez frotter à ce niveau-là. Voilà. Et ça va venir délier le plexus solaire qui est tout le centre nerveux et qui est tout le centre émotionnel, quoi, de la personne. Voilà. Ok. Est-ce que vous avez des questions pour Carole? Est-ce que vous avez encore des questions? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez compris? Voilà. Est-ce que vous avez compris le mécanisme du stress? Est-ce que vous avez compris voilà, tout ce que ça fait au niveau physiologique et que l'alimentation est extrêmement importante pour répondre à ses besoins? Bah, écoute, tout le monde est parti se coucher. Ah non, non, pourquoi les gens sont là, Je plaisante. Je plaisante. Ok. Alors, C'est quoi les graines? Vous parlez de quoi de graines? je pense que tout ce qui est noix, oléagineux, c'est ça, hein? Noix, noisettes, amandes. Est-ce que vous avez graines de courge? Ok. Oui, c'est vrai. Graines de lin. Ouais. Ah, ok. Okay. Oui, bah, c'est super intéressant parce que, enfin, les graines de lin, les graines de courge, les graines de sésame, les graines de chia, et ben écoutez, vous les mettez partout. Vous les mettez dans vos salades, aucun problème. Voilà. Les oléagineux, c'est tout ce qui est amandes, tout ce qui est noix, tout ce qui est noisettes. C'est extrêmement intéressant parce que c'est très riche en magnésium, en potassium. Donc ça, je vais vous expliquer qu'il y a énormément de fuites à cause du stress par rapport à ces minéraux. Donc, en encas, et ben voilà, en encas, ce que vous faites vers 10h, 11h ou 16-17h, vous prenez 5 amandes, vous prenez ça peut être des noisettes, ça peut être des noix du Brésil, hein, parce qu'elles sont très riches en sélénium, les noix du Brésil. Ça peut être des figues, ça c'est des fruits secs, ça peut être des figues, des dattes. Les dattes sont très très bonnes pour le burn-out. Les dattes font partie des aliments qui guérissent pour le burn-out parce qu'elles sont très très riches en potassium. Eh bien, vous les prenez en encas, justement. Vous les prenez en encas et ça c'est parfait. Et elles sont très intéressantes effectivement. Oui, aussi. Et le fruit, la banane, la pomme, de saison en général, essayez de prendre des fruits de saison, quoi. Allez pas vous embêter voilà, prenez des fruits de saison. La nature répond en fait à nos besoins. Hein. C'est tout. Hein. Ok, bah écoute, je crois que voilà, je crois que c'est. Jumbe et Alix sont en train d'écrire, donc ouais. tu as des questions. Est-ce qu'on est obligé de prendre une marque pour le bio, pour transformer? Bah, tout ce qui est écossaire, c'est pas mal. Si vous voyez estampillé écossaire, hein, c'est un gage de qualité, vraiment du produit. Écossaire. Voilà. Après, bon voilà, après dans les magasins bio, vous avez la Vie Claire qui est quand même indépendant. J'aime moins Naturalia parce que le problème de Naturalia, tout ça, c'est que ça a été repris par les grands groupes, Monoprix, tout ça. Et donc, j'aime bien la Vie Claire, voilà, Biocoq, ils sont un peu plus indépendants. Mais sinon, au niveau des produits bio, marque écossaire, c'est voilà, c'est un gage de qualité. J'ai appris par un nutritionniste que le jus d'orange en bouteille est classé comme un soda par l'OMS. C'est très mauvais le jus d'orange. C'est très mauvais le jus d'orange. Faut absolument pas faire ça. Faut arrêter la première chose que vous devez éliminer dès le matin, c'est ce fameux jus d'orange concentré. Pourquoi? C'est extrêmement acidifiant, très sucré. Je vous ai expliqué que le sucre, eh ben, on n'en veut pas le matin. C'est un inflammatoire et c'est un gros toxique important. Et ça va acidifier
votre organisme. Alors, même pressé. Tout dépend comment vous vous sentez. Si c'est une orange qui est bien mûre, il faut que ça soit des oranges bien matures, bien mûres pour qu'elles soient, voilà, qu'elles soient pas trop acides et qu'elles soient de saison. Mais si vous êtes déjà une nature un peu frileuse, vous voyez, quand on a une nature un petit peu, vous êtes, voilà, vous êtes très frileuse, très affaiblie, très fatiguée, parce que bon, après, moi, je travaille avec les constitutions des personnes, il faut que je vois la personne aussi pour déterminer sa constitution. Aussi, je travaille aussi par rapport à ça. Au niveau morphologique, c'est important parce que dans le corps, on a tout aussi, on a plein de réponses. Mais si vous êtes déjà de nature frileuse, vous êtes stressé, vous êtes très fatigué, je ne recommande pas pour l'instant le jus d'orange pressé. Non. Et si vous prenez des jus, vous prenez soit des jus de légumes, ce que je préfère, et vous mettez de la pomme dedans, si vous voulez le sucré. Mais vous le mélangez avec des légumes, c'est ce que je veux dire. Si vous voulez un jus, vous le mélangez avec des légumes. Ce sera beaucoup plus intéressant au niveau cellulaire. Alors, voilà. Les boucheras sont en train d'écrire. Autant on nous dit toujours que la vitamine C, c'est bon pour le matin. Il y a d'autres sources. Non, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la vitamine C. Le jus d'orange, bon, déjà, quand il est acheté concentré, voilà, hein, c'est plein de sucre. Donc, la teneur en vitamine C, je veux bien la voir. Je sais pas où est-ce qu'elle est, la teneur en vitamine C. C'est chimique. Maintenant, si vous voulez la vitamine C, vous la prenez vraiment dans un fruit. D'accord? Le fruit, pour que vous ayez les fibres. Parce que si vous passez qu'en jus, c'est que, en fait, finalement, c'est le fructose. Ce qui est pas mal, c'est mieux que du transformé. Mais le fructose, ça reste quand même du sucre. Mais ça peut être un kiwi. Par exemple, le kiwi est extrêmement riche en vitamine C. Ça peut être un kiwi. Ça peut être des fruits rouges qui sont extrêmement riches en vitamine C. Voilà, il y a d'autres alternatives. Mais le jus en lui-même, en plus, qui n'a pas les fibres pour ralentir l'absorption du sucre, c'est plus compliqué. Je préfère que vous preniez un fruit, quoi. Et le fruit que je préfère que vous le preniez, enfin après vous pouvez le prendre le matin, mais ça peut être en encas. En encas, vous prenez vos fruits par exemple. Et là, vous allez avoir votre apport en vitamine C. Si alors, vous prenez... aucun sucre le matin. Faut éviter. Nul n'est parfait, mais privilégier. Un œuf, privilégier plutôt les protéines. Voilà. 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 Après, vous pouvez prendre un fruit. Vous pouvez commencer par un fruit. Hein. Vous pouvez commencer peut-être par une banane et après vous prenez vos protéines. Pourquoi pas. Mais le sucre, faut éviter parce que voilà, le sucre contre vous, ça peut être dans vos confitures, faut éviter, c'est vrai. Ou est-ce que ça peut, c'est le jus d'orange, ça c'est du sucre, et puis trop de café aussi, c'est du sucre aussi, ça joue sur le système glycémique. Donc ouais, je suis désolée. La purée d'amande à la place de la c'est génial la purée d'amande. Effectivement, la purée d'amande, elle est top. Elle est top parce que c'est du gras. Et le matin, il faut des protéines et des lipides. Il faut pas de sucre. Et la purée d'amande, c'est une super alternative. D'ailleurs, moi, j'en ai toujours chez moi. J'ai ma petite purée d'amande. C'est parfait. Et vous avez tout en plus beaux minéraux. Potassium, magnésium, vous avez tout ce qu'il faut dedans. En fait, le corps n'a pas besoin de sucre puisque le gras se transforme en sucre. C'est ça qu'il faut aussi savoir. Alors, donc, il y a tout un système. Ouais. Alors, celui qui a besoin, enfin, l'organe qui a besoin plus de sucre, en fait, au niveau de l'organisme, c'est le cerveau. C'est vrai que le cerveau a d'énormes besoins en glucose et en gras, d'accord? Mais il dépense énormément de glucose quand vous êtes devant votre ordinateur, en réunion, etc. Ça vous demande, vous consommez beaucoup de glucose. Je crois que c'est 1 gramme par, 1 gramme par heure. Donc, ce qui est assez important. Donc, il faut recharger effectivement quand même le corps en sucre, en glucose, d'accord? Mais ce sucre, évitez de le trouver dans des aliments transformés, dans des aliments qui sont morts. Prenez des aliments vivants. Vous êtes des êtres vivants. La cellule, elle est vivante. Donc, prenez des choses vivantes. Prenez pas des trucs morts. On n'est pas mort, quoi. Pas encore. Non, mais c'est vrai. Donc, il faut que ça soit une alimentation vivante. Donc, vous prenez à travers un fruit. Vous avez votre fructose, vous avez votre sucre. La purée d'amande, il y a quand même un peu de sucre dedans. Voilà, dans les jus, il y a quand même du sucre aussi, de par les légumes aussi, il y a du sucre. Voilà, vous le trouvez ailleurs. Bon, après, attention, je vous dis pas de prendre vous pouvez prendre un petit yaourt. C'est du sucre aussi, hein, les laitages, hein, d'ailleurs. Hein, c'est du sucre. Hein. Donc, bon, on a toujours un peu de sucre quelque part, mais bon, il faut, voilà. Mais voilà, on a besoin quand même de glucose, mais prenez-le à travers des aliments qui sont beaucoup plus intéressants et vivants. Ok. Moi, un carré de chocolat noir, c'est du sucre, vous avez droit. Vous avez droit à vos 2 carrés de chocolat noir, à avoir un peu de chocolat, il n'y a pas de problème. Vers à 17h, il n'y a pas de problème pour répondre au pic glycémique, il n'y a pas de problème. Pourquoi les laitages, ce sont du sucre? Parce que dans les laitages, vous avez du lactose. Et le lactose, c'est du sucre. Vous avez deux choses qui sont nocives, on va dire, dans les laitages.
ce sont les protéines que contient les laitages et c'est le lactose qui est du sucre dans les laitages. Les protéines qu'on appelle la caséine, qui à 80% des laitages sont faites pour le veau. Et le veau, il prend 300 kilos un an, donc on va éviter, c'est pas pour nous. Donc du coup, nos enzymes ne reconnaissent pas cette protéine et nos enzymes digestives n'arrivent pas à casser la protéine. Ok, donc qu'est-ce qui se passe au niveau du corps? Ça va créer une inflammation au niveau de vos intestins. Ok. Donc ça passe pas. Et le lactose, le lactose c'est du sucre. Et on a une enzyme qui doit dégrader en fait le lactose qu'on appelle la lactase et qui disparaît en fait à l'âge de 6-7 ans. À 6-7 ans, vous n'avez plus la lactase nécessaire. Et donc, c'est comme ça qu'il y a beaucoup de personnes qui deviennent allergiques, qui deviennent même intolérants. Et du coup, viennent créer une inflammation au niveau intestinal. Oui, une incidence énorme sur la sinusite. Ouais, tout à fait. Ouais. Je peux en parler parce que j'en ai eu des sinusites étant plus jeune. Voilà, quand j'étais ado, j'avais beaucoup de sinusite et quand j'ai arrêté les laitage de vache, plus rien du tout. Donc ouais, parce qu'en fait, les laitages, on fait croire que ce sont nos amis pour la vie, pas du tout, puisqu'en fait, les laitages vont plutôt décalcifier. Ils vont vous décalcifier au contraire. Donc fromage blanc avec les céréales. Ouais, alors sinusite carabinée, faut arrêter les laitages. Faut arrêter les laitages à base de lait de vache, ok. Tu prends chèvre, brebis, voilà, des animaux plus petits, la caséine va être plus petite, elle va être moins importante, donc fromage blanc de brebis, il y en a, il faut trouver, enfin il y en a, moi j'en trouve, donc plutôt le remplacer par du brebis ou du chèvre, ok, c'est de remplacer, voilà. Ok, bon. Bon bah super. Voilà, merci Carole, hein, vraiment tu nous as fait tu nous as dit toutes les informations. Moi c'est un plaisir, merci de m'avoir invité, en tout cas Lydia. Voilà, non, mais en tout cas, c'était très clair. On a eu beaucoup d'informations au niveau de l'alimentation. Comme dit Alexandra, c'était très enrichissant. Donc, voilà. C'est hyper important, vraiment que vous compreniez comment vous fonctionnez. C'est extrêmement intéressant. C'est mieux se connaître et en se connaissant, vous allez pouvoir répondre à vos besoins, vous allez pouvoir répondre à votre bien-être. Et c'est extrêmement, franchement, j'insiste, mais primordial. Même pour la connaissance de soi, c'est primordial. Et c'est pour ça que j'ai toujours plaisir en fait à partager tout ça, parce qu'en fait, faut que vous soyez responsable, de votre santé, faut que vous soyez autonome de votre santé. Personne ne doit vous dire ce que vous devez faire avec votre santé, quoi faire. Le corps a toutes les réponses et a des capacités d'auto-guérison qui sont extraordinaires. Il faut simplement mettre les choses en place et le corps répond très bien à cela. Voilà. En tout cas, merci encore, Carole. Muriel et Alice sont en train d'écrire, qui te remercie également, hein, Muriel. C'était vraiment édifiant et demain, on prend en vision avec vous. Je suis bouquée demain alors. Alice, voilà. Il n'y a pas de problème. Et Julien et Laura sont en train d'écrire aussi. Effectivement, pour terminer, parce qu'on avait effectivement déjà beaucoup parlé, donc pour terminer, je voulais juste vous donner quelques précisions. Comment on guérit du burn-out en fait, hein, parce que d'abord on guérit du burn-out. Guérir du burn-out, ça apprend la bienveillance. Parce que à partir du moment, et je pense que c'est ce que Carole a vécu, à partir du moment où on a eu un burn-out, on prend conscience de son corps, parce on devient bienveillant avec son corps. Hein, et on veut se faire du bien, et on veut se prendre en main, veiller sur soi-même, quoi qu'il arrive. Donc pour guérir, il faut effectivement consacrer du temps, votre énergie, à prendre soin de vous. Hein, et il ne faut surtout pas accepter de pression supplémentaire et surtout être à l'écoute de ses besoins, surtout à l'écoute de son corps. Parce que le corps parle et le corps ne ment jamais. Alors, voilà les 5 piliers de la guérison que je vais vous donner. Et ça émane un peu d'un proverbe tibétain qui dit « Le secret pour vivre longtemps est manger la moitié, marcher le double, rire le triple et aimer sur mesure. » Voilà. Donc, je voulais partager avec vous ce proverbe tibétain parce que je le trouve vraiment tout à propos par rapport à ce qu'on vient de dire. Parce qu'il vaut mieux manger moins, souvent manger bio. Parce qu'on pense que manger bio, c'est cher, mais en fait, il suffit de manger
On mange beaucoup moins, on mange moins, mais de qualité. Donc la cellule, elle est rassasiée, elle est nourrie. Donc vous allez voir que ça, il n'y a aucun problème. J'ai un autre dicton, si tu me permets, Lydia, qui vient de. Moi, je vais te parler des Chinois. Et les Chinois, il dit manger comme un roi le matin, comme un prince le midi et comme un pauvre le soir. Voilà. Voilà. Et pas aimer perdu, aimer sur mesure. Oui, sur mesure. L'amour et le rire. Le rire est extrêmement important parce que le rire. Non. On peut se perdre. Il ne faut pas se perdre. Alors, les 5 piliers de la guérison, c'est premier pilier, remonter votre niveau d'énergie. On a dit, et on l'a vu tout à l'heure, comment retrouver un bon sommeil. Pour remonter son énergie, il faut d'abord retrouver un bon sommeil. Pratiquer au moins 1 heure d'activité par jour, ça c'est important, et si possible dans la nature. Et surtout, comme on l'a vu, manger sainement. Il ne faut pas manger ce qu'on aime, il faut manger simplement ce qui nous fait du bien. Et aussi, faites tout ce qui vous fait du bien pour limiter le stress. Parce que le stress engendre du stress. Voilà. C'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est revenir à soi. Donc, revenez à vous. Rétablissez votre disponibilité intérieure. Ça veut dire se reconnecter à soi. Voilà. Souvent, je vous ai parlé la dernière fois, on est débranché. Donc, il faut se reconnecter à soi. Changer d'attitude envers vous-même. Donc, soyez bienveillant. Devenez votre meilleur ami. Et surtout, suivez votre élan intérieur. Ça veut dire vous écoutez d'abord. C'est très important. Ensuite, non, il n'y a pas d'exception en période de confinement. Il faut devenir créatif. Il n'y a pas d'exception. C'est au contraire. Vous savez, le confinement a du bon aussi. Il ne faut pas voir le confinement comme voir que les mauvais côtés du confinement. Si on réfléchit bien, parce que c'est aussi moyen pour se remettre en question, pour refaire des choses que vous n'avez pas le temps de faire et se revenir à soi, au niveau partage, au niveau de la famille. Il y a tout un tas et puis des choses que vous pouvez faire, vous mettre à, comment dirais-je, à étudier, à faire des formations. Voilà, on gagne du temps aussi. Donc, il faut arrêter de voir que le verre à moitié vide dans ce cas-là. Donc, le confinement a bon dos, mais il faut faire des efforts. On n'a jamais dit que c'était facile. Alors, troisième pilier, soyez soutenu et bien entouré. C'est très important. En cas de burn-out, il ne faut surtout pas rester isolé. Mobilisez votre réseau de soutien, cultivez les liens significatifs et nourrissants. Pas de personnes toxiques, on a dit. Et si vous êtes en couple, prenez soin de votre relation. Parce que c'est souvent là aussi qu'il y a des échecs et qu'il y a des ruptures en période de burn-out, parce que tout simplement, on est tellement irritable et on devient impossible aussi. Donc, il faut surtout prendre soin de son couple voilà, à ce moment-là. Ensuite, le quatrième pilier, c'est élaborer un plan d'action. Lorsque vous sentez que votre minimum vital est assuré, que votre niveau d'énergie a augmenté par le biais de l'alimentation, du sport, etc., voilà, maintenant, et c'est pour ça que je fais très attention, la première des choses, je relève le niveau d'énergie. Vous pouvez mettre en place des mesures pour créer un nouvel équilibre de vie à ce moment-là. Voilà. Et ensuite, le cinquième pilier, c'est il faut surtout reprendre le travail autrement. Il faut pas, on sait, vous avez vu par le burn-out, il y a des choses qui vous ont fait du mal. Il ne faut pas recommencer les mêmes choses, parce qu'on est dans une loi de cause à effet. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si vous savez qu'il y a des choses qui n'ont pas marché, qui vous ont fait du tort, il ne faut pas recommencer. Parce que si vous recommencez, voilà, ça va se reproduire. Donc le retour au travail doit se faire progressivement. Ne pas aller travailler tout de suite et à 100%. C'est vraiment progressif, avec l'aide de plans d'action, des changements concrets que vous devez mettre en place au travail pour construire un nouvel équilibre de santé. Donc, c'est important, recommencer à bien manger, et toutes les bonnes habitudes que vous aurez prises, il faut les garder aussi. Donc, cette étape doit faire partie intégrante du processus de guérison. Et surtout, il faut changer. Il faut... Et en général, j'aime bien cette expression qui dit, au lieu de dire il faut que ça change, il faut que ça devienne je change. Il faut vraiment penser à changer soi-même pour la guérison. Alors, et voilà, donc les 5 piliers de la guérison, je reprends. Le premier pilier, c'est remonter votre niveau d'énergie. Le deuxième, revenez à vous.
Le troisième pilier, c'est soyez soutenu et bien entouré. Le quatrième, élaborez votre plan, un plan d'action. Et puis, cinquième et dernier pilier, reprenez le travail autrement. Hein. Le travail doit devenir, c'est progressivement que vous allez reprendre le travail. Hein. Il faut que ça change, devient désormais je change. Hein. Parce qu'on a toujours des vœux pieux, mais il faut à son moment, il faut faire des changements nécessaires. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions, hein, parce que je vous ai présenté pour finir les 5 piliers. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que je l'ai dit auparavant? Si vous voulez revenir, n'hésitez pas. Ben, on va prendre un congé de tout le monde. Hein. Je vous souhaite, je ne sais pas si Carole est encore là. Et je suis là. C'est un plaisir, Carole. Hein, eh ben, moi de même. Et puis, je vous souhaite tous et à toutes une excellente soirée également. Allez. Bonne soirée. Bonne soirée. À demain.